vous pouvez répondre dans le chat. Oui, c'est bon, on vous entend. D'accord, merci. Parfait. Alors, bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi. Et ce que j'ai écouté ce matin m'a vraiment passionné. Juste à titre de petit témoignage pour Jean-Baptiste, moi j'habitais dans une petite ville suburbaine à 20 km de Bordeaux, de 18 000 habitants. Et la première peinture qui est entrée dans la maison, donc de classe modeste, c'était une peinture de dauphin qui sautait devant un clair de lune, avec une touche assez épaisse qui venait de ma sœur. Moi, avec mon poster de Jim Morrison, je faisais un peu pâle figure. Et je suis content aussi de pouvoir commencer ce dialogue avec mon compagnon, mon camarade de collection, de la collection que je vais parler va entrer en écho et va nourrir un peu une réflexion, j'espère en tout cas. Alors, bon, j'ai intitulé mon intervention, pour être dans l'esprit du colloque, ou disons dans le spectre de fréquence du colloque, de quelques images traumatiques qui hantent le présent, l'exemple chilien. Et je vais vous proposer de visiter 3 sites de mémoire que vous pouvez voir dans ma page de titre, et 3 films qui convoquent, ou peut-être conjurent, par des évocations esthétiques, donc installations muséographiques, images d'extraits de films, qui conjurent le passé d'une histoire douloureuse et même traumatique, celle en l'occurrence du coup d'État de Pinochet au Chili, un 11 septembre, là aussi, mais le 11 septembre 1973, avec tous les morts et disparus sans sépulture qui sont suivis. Alors parmi les 3 sites de mémoire que j'ai moi-même visités entre 2015 et 2017, on verra le musée de la mémoire et des droits humains, inauguré par Michelle Bachelet, la présidente alors, en 2010. Ensuite, on va parcourir Villa Grimaldi, un ancien site de torture transformé en lieu de culture en 1997. Je vais essayer d'expliquer comment. Et puis, on visitera dans un 3e temps Londres 38, Londres 38, et autre site équivalent, au numéro 38 de la rue de Londres, au beau milieu du quartier des affaires et du tourisme. Un site qui a été rouvert en 2008 sans quasiment aucune transformation de l'espace, et à l'inverse du cas précédent. Et en contrepoint filmique de ces installations muséographiques, je commenterai quelques moments de la trilogie de la mémoire de Patricio Guzman, composée des films suivants: Nostalgie de la lumière en 2010, Le bouton de nacre en 2015 et La cordillère des songes en 2019. Donc, je rappelle, en cette trilogie, donc là, avec 3 films, en 75, 77 et 79, qui étaient le récit du coup d'État et du coup d'arrêt des espérances cristallisées autour de Salvador Allende sous le titre de La bataille du Chili. Un film monté grâce à l'aide de Chris Marker dans les années 70, alors que Patricio Guzman était en exil. Et on considère habituellement ces sites ou ces types de sites et ces films ou ces types de films comme des lieux de mémoire, faisant ainsi appel implicitement ou explicitement au concept élaboré par Pierre Nora dans les années 80. Bon, c'est un concept, à vrai dire, éditorial, puisque Pierre Nora a édité sous ce titre, de lieu de mémoire, un ouvrage qui rassemblait plus d'une centaine d'articles autour de l'histoire de France, sur des thèmes aussi différents que les monuments aux morts, Lascaux, les châteaux de la Loire, Jeanne d'Arc, le clocher de village, l'exposition coloniale de 1931, ou encore le dictionnaire de Larousse ou l'histoire de France de la Lys. Ça pour vous poser que les lieux de mémoire ne sont pas forcément des lieux au sens physique du terme, mais sont aussi des documents. Et on pourrait résumer l'entreprise de Nora par une de ces formules dont il a le secret dans la préface. Maintenant qu'il n'y a plus de 1000 lieux de mémoire, il faut des lieux de mémoire. Et autrement dit, maintenant que l'école et l'éducation, maintenant dans les années 90, ne sont plus des 1000 lieux de mémoire assez forts pour donner aux citoyens, et notamment aux enfants, le sentiment d'appartenance à l'histoire d'une grande nation, il faut mettre en valeur des lieux de mémoire qui pourront être dépositaires, au moins ponctuellement, de ces grands courants de mémoire désormais taris.
Alors peut-être qu'il faut remarquer au passage que cette entreprise de Nora n'a pas en réalité grand-chose à voir avec l'idée d'une mémoire douloureuse ou d'une mémoire traumatique, du 11 septembre, par exemple, que ce soit en 1973 ou en 2001. Mais elle a plutôt à voir avec une histoire, on pourrait dire presque grandiose, malgré des hauts et des bas, en tout cas une histoire un peu épique, disons, destinée à consolider un sentiment d'identité nationale. La préface a comme ça un ton un peu nostalgique que n'ont pas nécessairement les articles qui sont écrits par d'autres historiens. Et aujourd'hui, on peut dire que ce concept de lieu de mémoire, pourtant, s'articule dans l'inconscient collectif, et peut-être même dans l'inconscient planétaire, peut-être pour être plus précis, on pourrait dire dans un certain inconscient juridique planétaire. Ce concept de lieu de mémoire s'articule en général avec le concept de devoir de mémoire. Donc lui, lié au camp d'extermination des Juifs d'Europe et à la mémoire d'Auschwitz dont on parlait précédemment. Alors l'hypothèse que j'aimerais développer ici, je vais la poser dans cette introduction un peu théorique, c'est que le concept de lieu de mémoire, renforcé par son doublé, ou plutôt on pourrait dire son nom, pourrait bien occulter assez longtemps prétend mettre en lumière. C'est ce que Mauro Carbone disait à l'instant avec cette idée, avec cette idée volontariste de la mémoire. Tu dois te souvenir. Et qu'est-ce que ça occulte, cette volonté de se souvenir, ce souvenir qui vient à force, à la force de la volonté. Et Roger, avec son concept de non-lieu, c'est un lieu chargé, en l'occurrence, de mémoire des ancêtres, qu'il faut respecter et qui donne un cadre symbolique à la communauté. Donc, par exemple, attendez, Marc, une église. Je vous coupe, désolé, mais on a des petits soucis de connexion, on vous entend mal. Alors, comment faire? Moi, je suis connecté sur la 5G, non, oui, là, normalement, je suis bien. Ça doit être nous, attendez. Tu vas couper le wifi. Je peux le couper, c'est vrai, peut-être. Comme ça, peut-être il se... Et donc là, je suis en Ethernet, c'est bon? Ethernet, ok. Comme ça, t'es sûr que ça passe par-dessus. Ok. Ça devrait être bon, normalement. Moi, j'utilise ce wifi pour faire le live et j'ai pas de soucis. Il y a une super bonne connexion. Bah, c'est bizarre. Ah bah là, ça marche. Bon, ça devrait être mieux, là. Je pense que vous pouvez y aller, je pense que ça va être mieux, ouais. Allez-y, merci. Alors, je reprends. Oui, alors je reprenais juste les exemples de non-lieux de Marc Auger, hein. Donc hypermarché, aéroport, échangeurs d'autoroutes, qui sont plutôt les sites de la volatilité du capital que de l'ancrage des traditions. Donc le lieu, au sens fort du terme, c'est donc un site. J'utiliserai un peu le terme site comme terme neutre, entre celui de lieu et d'espace. Hein. Je vais revenir dessus. C'est un site chargé du passé qu'on a bien voulu y mettre, volontairement et consciemment, pour édifier les membres d'une communauté. Édifier, à tous les sens du terme, pour les instruire, pour les forcer au respect. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que le lieu peut, dès lors, libérer un passé refoulé, enfoui, que le pouvoir militaire en l'occurrence, a voulu volontairement et consciemment, non pas valoriser, mais au contraire éclipser, en tournant la page, comme on a bien souvent voulu le faire, après des événements traumatiques organisés par le terrorisme d'État, au Chili, mais aussi en Argentine ou au Brésil, où je suis en ce moment. Donc la mémoire qu'on associe comme ça à un lieu, c'est la mémoire déposée, une mémoire objet, une mémoire qui était déposée quelque part dans le passé et qu'on a su arracher à l'oubli, qu'on a su formaliser et mettre dans un dépôt, au sens littéral, à disposition
Et là, selon l'idée ou la conception d'une mémoire objet statique et d'un sujet qui, lui, serait dynamique et qui serait susceptible de se déplacer jusqu'à cette mémoire dans le passé et de revenir avec elle dans le présent. Mais on peut postuler, Proust en tête notamment, que la mémoire est aussi autre chose. Peut-être que la mémoire, elle est aussi une mémoire sujet, alors que le sujet serait, lui, l'objet de cette mémoire, l'objet visé par cette mémoire. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes saisis par un fragment du passé, au détour le plus souvent d'une odeur ou d'une saveur. Donc c'est bien sûr la saveur de la madeleine qui remonte dans la tasse de thé, faisant surgir à l'esprit du narrateur tout un monde disparu qui n'arrivait pas à convoquer à force de volonté. Le passé n'est pas convoqué, c'est lui qui convoque, qui saisit le vif et qui mord le présent. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à cette possibilité de faire un espace, de faire de l'espace, et Derrida dit dans Spectre de Marx, de faire de l'espacement pour un passé jusque-là refoulé, et qui pourtant nous convoque, nous demande de le reconnaître, de l'accepter et de le réaliser. Donc, ce que j'essaierai de faire ici, un peu subrepticement, et à partir des objets que je vais étudier, c'est déplacer ainsi le curseur du concept de lieu à celui d'espace et du concept de mémoire à celui de réminiscence. Autrement dit, plutôt que de fixer nous-mêmes des lieux de mémoire, on essaiera de laisser venir à nous des espaces de réminiscence, ou plutôt on ouvrira l'espace, on autorisera un espacement de manière à ce qu'une réminiscence puisse surgir. Bon, donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est laisser parler justement les objets, les matériaux, la matérialité du passé, pour voir si des brèches sont ouvertes ou si elles ont été trop rapidement refermées, maladroitement colmatées et prêtes à s'ouvrir de nouveau, menaçant le sol démocratique de s'effondrer encore sous nos pieds. Et je pense au sol démocratique chilien, encore fragile, même si avec la nouvelle constitution, les choses s'améliorent un peu aujourd'hui. Alors, le premier objet que j'aimerais explorer avec vous, et je vais devoir le faire au pas de charge, au vu du peu de temps que nous avons, c'est le musée de la mémoire et des droits humains. Et comme vous voyez, l'édifice principal est fait des matériaux les plus modernes. Donc il s'agit d'un parallélépipède qui est déposé sur 2 parapets de béton et qui semble ainsi comme suspendu au-dessus du sol. Une trame métallique en zigzag se devine derrière une façade de verre, revêtue d'une couche de cuivre qui lui donne un peu cette coloration bleutée. Mais le bâtiment semble vouloir défaire l'angle droit qu'à première vue il arbore. Il essaye de défaire l'angle droit d'un modernisme trop sûr de lui. Comme vous voyez en bas de l'image, les miroirs d'eau partent en triangle, le parallèle esquissé entre les 2 bâtiments supports bifurque brusquement, et les diagonales qui courent par centaines sur la façade semblent brisées, un peu comme des petites allumettes. Et les architectes, qui en l'occurrence sont brésiliens, semblent reprendre ici quelque chose de l'architecture du trauma. L'architecture du trauma qui est emblématisée par le musée juif de Berlin, que vous voyez en haut à gauche, et dont les zigzags angoissants et les angles morts conçus par l'architecte, Daniel Libeskind, se faisaient, pour ainsi dire, l'écho de l'expérience ineffable de l'horreur et de la persécution des Juifs d'Europe. Alors en revanche, à Santiago, ces fractures semblent au contraire contenues par la bordure du rectangle vert. Et comme le logo du musée, que vous voyez en haut à gauche, cette bordure confère une belle régularité au mouvement erratique de ces fractures. Et déjà, peut-être vous voyez ce que je veux dire, ou comment j'aimerais intervenir à notre colloque, c'est comment l'image peut contenir la hantise pour ne pas qu'elle déborde. Et les architectes voulaient simplement, avec cet édifice posté sur 2 piliers, exhiber, et là je vais citer leur projet, une arche de la mémoire suspendue
entre la cordillère et la mer. Et cette arche, pour eux, reflèterait comme ça une géographie qui structurerait ce qu'ils appellent l'âme du peuple chilien. Alors bon, on va entrer rapidement dans le bâtiment. La première salle, je passe très vite, au rez-de-chaussée, est un lieu de passage. Et bon, justement, on y passe en général assez vite, sans bien regarder ce qui s'y trouve exposé, et qui consiste en une carte du monde où on voit les différents pays, où, à l'exemple de l'Afrique du Sud après l'apartheid, un travail de mémoire collectif a été fait via les commissions vérité dont les travaux sont exposés. Bon, mais on y reviendra à la sortie. On va monter directement au premier étage, à ce qui est en fait, du point de vue de l'expérience du spectateur, la première salle, mais qui est du point de vue muséographique, de la conception muséographique, la deuxième salle, Sala Dois. J'ai laissé les salles en espagnol. Là, on est d'entrée au cœur du conflit, au jour du 11 septembre 1973. Et on voit plusieurs modules vidéo que vous voyez dans ces cubes blancs. Bon, là, je ne vais pas avoir le temps de m'arrêter dessus. Je vais directement au plus bouleversant. Quand on arrive dans la salle, on a un bruit un peu assourdissant qui provient d'une immense toile divisée en un triptyque, que vous voyez au fond de l'écran, sur lesquels sont projetées les images du coup d'État. Il s'agit du bombardement du palais présidentiel, La Moneda, et où on voit aussi l'arrestation des membres du gouvernement de Salvador Allende. D'ailleurs, intéressant que c'est un cinéaste de l'équipe de Patricio Guzman qui se trouvait là, juste en face, qui a réussi à prendre ces images. Source qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans le musée, et c'est à remarquer. L'image tremble et le bruit du bombardement est assourdissant. Et en contrepoint vertical, de l'autre côté, on voit le même palais présidentiel. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est un contre-champ. Je n'ai pas pu moi-même prendre les photos dans le musée puisque c'est interdit, donc j'ai dû prendre les photos que j'ai trouvées. Tout le reste, c'est moi qui ai pris les photos. Donc en contrepoint, on voit ce même palais présidentiel, mais filmé en temps réel cette fois, et diffusé sur une télévision en couleur. Donc d'un côté, on a le noir et blanc tremblant et assourdissant pris dans le feu de l'événement traumatique, et de l'autre côté, les couleurs sereines et rassurantes d'une démocratie rétablie. Le passé et le présent. Et déjà, l'arc est tendu entre le trauma et sa résolution, entre les lignes brisées de l'espoir et le cadre rassurant du présent, entre la hantise et l'image qui la contient, à tous les sens du terme, qui semble la représenter, mais qui la borde, en quelque sorte. Il y aurait d'autres choses à dire encore sur la manière de cadrer le palais présidentiel, le fait qu'on ne voit pas les impacts de balles qui impressionnent quand on est dans la rue, par exemple, comme pour faire disparaître un peu la dimension traumatique de l'objet physique, de l'objet architectural. Et de la même manière que les lignes brisées sont contenues dans le cadre rassurant du bâtiment, le récit du trauma est contenu par le cadre rassurant des dates. Donc, le musée commence le 11 septembre 1973 et se termine le 11 mars 90, qui est la date de l'élection du premier président démocratiquement élu, après une période de transition, Patricio Aylwin, dont le discours au Stade national, qui avait été un lieu d'emprisonnement et de maltraitance durant la dictature, qui a lieu le jour suivant, le 12 mars, est diffusé en clôture du musée. Vous voyez une capture d'écran en bas à droite. Autrement dit, on a là un cadre fort, coupant, puisqu'il n'y a rien sur les précédents du 11 septembre 1973, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce que c'est au juste qui a été interrompu, et de manière exemplaire, les portraits des militants persécutés ou assassinés par la dictature, devant lesquels Michel Bachelet se recueille, sur l'image en haut à droite, sont coupés de leur origine politique, alors que pourtant, on en connaît les cycles meurtriers qui révèlent la stratégie d'extermination par Pinochet de l'opposition politique. En gros, selon des cycles de 1 à 2 ans, d'abord il a exterminé la gauche armée, le MIR, mouvement révolutionnaire, puis les communistes, puis les sociodémocrates, et enfin tous les autres. Donc
si on retrace le parcours des militants assassinés, on va voir que les tranches de date correspondent à une appartenance politique et à un projet politique. Donc on n'a rien sur ce qui précède le 11 septembre 1973, qui ferait sens, y compris pour la logique de la violence d'État, et on n'a rien non plus sur ce qui s'est passé après le 11 mars 90, c'est-à-dire sur le legs de la dictature dans la démocratie. Bon, on pourrait citer notamment la continuation de la violation des droits de l'homme contre certaines communautés, notamment les Mapuches, une violation renforcée par les cadres de la dictature encore en place après le départ de Pinochet. Et là, je parle des cadres autant au sens littéral, les cadres de l'État, les militaires et les civils qui avaient participé au gouvernement civil et militaire et qui participent encore au pouvoir. Je rappelle qu'il y avait récemment un pinochetiste, un nostalgique de Pinochet, parmi les candidats à l'élection présidentielle chilienne, et cadre au sens figuré, si vous voulez, comme le cadre constitutionnel et juridique qui a continué jusqu'à peu à être le même. La Constitution était celle d'un juriste qui avait fait allégeance à Pinochet et qui a perduré récemment, jusqu'à cette année. Donc on passe certes au milieu du musée par la mise en scène des événements traumatiques, par exemple la violence exercée contre les enfants, mais tout ça est en quelque sorte encadré par ces deux dates, un peu comme une parenthèse, comme pour dire, enfin, c'est fini et c'est passé. Et quand on sort du bâtiment, c'est alors qu'on prend la mesure, dans le hall d'entrée, du triomphe des droits de l'homme dans le monde entier, sentiment encore renforcé par les articles des droits humains affichés en lettres de fer le long de l'esplanade extérieure. Alors, ce qui est un peu gênant, à mon avis, dans cette muséographie, c'est la conception de la mémoire qui la sous-tend. Bon, je vais être bien compris, hein, mon objectif, ce n'est pas du tout de critiquer l'effort de mémoire en tant que tel, hein, dans un pays où il est évidemment absolument nécessaire, ni sa formalisation dans un musée qui a quand même ses mérites et sa beauté. Il a le mérite d'exister, une certaine beauté, une certaine reprise de l'architecture, disons, dite postmoderne du trauma. Mais mon objectif ici, ça serait quand même un peu de mettre en doute, de déconstruire, si vous voulez, l'opposition un peu trop nette entre mémoire et oubli qui sous-tend la tentative. Un peu comme s'il s'agissait de faire un effort de mémoire pour lutter contre l'oubli, et comme si toute mémoire n'était pas en même temps l'occultation d'un pan du passé. Je pourrais le dire autrement, hein, dans les termes des spectres de Mars qui, je sais, a animé votre séminaire cette année. Si on parvient à nommer un spectre du passé, c'est toujours au prix de laisser d'autres spectres dans l'ombre. Et là, en l'occurrence, ce qui me semble est problématique, et là on pourrait d'ailleurs peut-être faire des parallèles avec les stratégies de remémoration à Auschwitz pour le 11 septembre, enfin, je veux dire de la mémoire de la Shoah et du 11 septembre 2001. Ce qui est problématique, c'est ce cadrage un peu volontariste de la mémoire, cadrage entre deux dates, à la manière d'une parenthèse dans l'éternel paysage chilien, la montagne et la mer, dans l'âme éternelle du peuple chilien. Alors, peut-être que le détour par une œuvre extérieure au bâtiment fera mieux comprendre ce que je veux dire. Il s'agit d'une installation d'Alfredo Jarre, l'artiste chilien. Et pour accéder à cette œuvre d'Alfredo Jarre, vous voyez en haut à gauche, il faut demander à être accompagné par un guide, donc le contraire du musée qui est ouvert et qui ne demande pas de ce type de rituel de passage. Être accompagné par un guide qui vous emmène jusqu'à un escalier qui mène, en dehors du bâtiment, à un souterrain. Donc on descend les escaliers et on se retrouve seul, puisque le guide reste dehors, dans une sorte de crypte obscure. Tout à coup, s'allument des centaines de profils qui se réfléchissent à l'infini sur un miroir. Et après quelques instants, la lumière s'éteint et les profils, qui sont les profils anonymes des disparus, restent sur la rétine comme une tache. Ce qu'on appelle en ophtalmologie un scotum. Et avec ce scotum, Alfredo Jarre semble dire une certaine vérité du musée qui consiste littéralement en une scotomisation, c'est-à-dire une manière de cadrer le passé qui laisse tout un pan du passé hors cadre, et surtout ce passé qui n'est pas passé et qui insiste sans fin, comme cette perspective infinie qui reste sur la rétine,
comme une image traumatique qui nous hante au présent. Donc, à l'exposition publique, dans la transparence du musée, Jarre contrapose une interpellation privée. D'ailleurs, c'est intéressant que vous voyez que c'est moi l'auteur de cette photo, puisqu'on me voit sur la photo grâce au miroir. Et alors que les photos sont interdites dans l'intérieur du musée, qui pourtant est public et qui ne nécessite pas de passer par un guide, elles sont autorisées dans l'installation de Alfredo Jarre, ce qui crée un peu un effet de proximité. De proximité, d'appropriation, même s'il y a une appropriation qui est en même temps une expropriation, puisqu'on est interpellé par ces fantômes, par ces spectres. Et Jarre contrapose à l'exposition publique cette interpellation privée, comme si les morts ne cessaient de nous adresser dans l'intimité leurs demandes, malgré l'apparente résolution de leur cas, là en haut, à la lumière du jour, au milieu des gens. Alors, au sortir de cette installation, la question est la suivante, et comment répondre à ces morts qui nous interpellent? Comment répondre aux spectres qui débordent les contours du bâtiment, du logo, du parcours muséographique qui insiste pour dire que quelque chose n'est pas résolu? Alors, je laisse la question en suspens pour explorer un autre lieu, un ancien lieu de torture transformé en lieu de culture et de recueillement, la Villa Grimaldi. Alors que le musée de la mémoire et des droits humains semble procéder par scotomisation, par cadrage volontaire du passé pour éviter les débordements des réminiscences, Villa Grimaldi semble procéder par élaboration, au sens freudien, c'est-à-dire Durcharbeiten, par un travail par un travail progressif au travers du passé et du passé lui-même, qui en intègre les éléments les plus dérangeants. Mais ce qui est étrange quand on observe l'espace et qu'on essaie de l'interpréter, c'est que finalement, le Villa Grimaldi se présente dans le temps comme une élaboration, en quelque sorte, à l'envers ou à rebours. C'est-à-dire que tout se passe comme si on a voulu résoudre trop vite le traumatisme pour ensuite en intégrer les éléments les plus sombres. En deux mots, puisque là aussi je dois faire très vite, Villa Grimaldi, c'est un peu fondre le traumatisme chilien dans le paysage, comme on le fondait avec le bâtiment du musée de la mémoire entre la cordillère et la mer, avant d'en faire apparaître peu à peu les contours les plus cruels. Alors, en deux mots, Villa Grimaldi, c'était une villa privée, donc vous voyez la maquette au centre de l'image, en banlieue lointaine de Santiago, vous voyez la cordillère dans le fond, villa qui, un an après le coup d'État, en 1974, avait été réquisitionnée par un bataillon de militaires. Et jusqu'en 1978, ce bataillon, aux ordres de Pinochet, y enlève, torture et fait disparaître des milliers d'opposants politiques ou suspectés comme tels. Et en 1987, Pinochet est alors en train d'essayer de blanchir sa réputation pour négocier un retour à la démocratie, qui va avoir lieu donc en 1991, un retour sans conséquence pour lui, et l'armée vend le terrain à une entreprise qui aussitôt démolit la maison dans l'objectif d'y construire peu après un complexe résidentiel de luxe. Donc on lave les crimes du passé avec l'argent du capital. Mais les familles de victimes s'y opposent et parviennent à récupérer le terrain pour en faire un lieu de mémoire. Alors se pose la question, il y a plusieurs associations de familles de victimes qui ont des positions différentes. Comment est-ce qu'on fait ce lieu de mémoire? Est-ce qu'il faut laisser le site tel quel, en ruine, et puis simplement y raconter ce qui s'y est passé, alors qu'il est quand même assez détruit, il n'y a plus grand-chose à voir? Est-ce qu'il faut le reconstruire à l'identique, au risque de passer pour un parc d'attractions du tourisme de l'horreur? Une question qui se pose d'ailleurs à propos de certains camps de concentration et d'extermination en Allemagne. Ou alors est-ce qu'il faut, au lieu d'y raconter les crimes et l'horreur, y raconter la paix et la solidarité? La solidarité entre les victimes, par exemple, ou avec l'extérieur de l'aide internationale. Et le résultat est un peu un mélange de tout ça. Et un espèce de compromis. Dans un premier temps, on recueille les mosaïques en morceaux de la maison détruite et on les recolle pour en faire des bornes indicatrices de ce qui a eu lieu. Sur cet arbre
on torturait par pendaison. Dans cette cabane, on isolait des personnes pour les mettre à la torture aussi, hein, c'était des cellules d'isolement. Dans cette autre, on torturait directement. Ici, on enfermait les femmes. Dans la piscine, on électrocutait des détenus, etc. Alors, ce qui choque un peu, c'est de se trouver sur un site magnifique, comme ça, fleuri et coloré, avec la cordillère au loin. Et puis, on se penche sur ces charmantes mosaïques que vous voyez là, les plaques ovales, et d'y lire les scènes atroces qui s'y sont déroulées. Lieu de torture, par exemple. Bon, on peut imaginer que l'idée était de montrer à quel point la violence d'État pouvait transformer un site idyllique en lieu d'horreur, mais l'impression est quand même plus ambivalente, puisqu'elle est aussi simultanément d'une espèce d'esthétisation de la barbarie. Et comme on a voulu y faire un lieu de réconciliation, à toute force, ne pas faire en sorte que le dernier signifiant soit celui des militaires, on a voulu en faire un lieu de paix. Hein, le site s'appelle Villa por la Paz Villa Grimaldi, site pour la paix de la Villa Grimaldi. On a transformé en quelque sorte le site d'horreur en site florissant, florissant du futur, de l'avenir, d'un avenir réconcilié. Bon, à titre d'exemple, non, vous n'avez pas l'image ici, la porte lourde, la lourde porte en métal par laquelle entraient les militaires est désormais condamnée et bloquée par une fleur de pierre qui s'élève au niveau du sol. Une espèce de sculpture en pierre au niveau du sol qui représente des éléments floraux comme ça. On a un mur des disparus qui arbore les noms des victimes de la dictature, et aussi plus inquiétant, les lieux vides des corps qui n'ont pas été retrouvés ou identifiés. Mais pas plus qu'au musée de la mémoire, ils ne mentionnent leur appartenance ou leur projet politique, comme s'ils étaient coupés de leurs racines historiques. Et peut-être, de manière plus symptomatique encore, des fossiles marins apparaissent sur le même mur, comme vous le voyez en bas à droite, comme si les disparus étaient eux-mêmes des fossiles, à la manière d'une sorte de naturalisation de l'histoire. Alors, vous m'entendez toujours? On est parti. Bon. À cette naturalisation de l'histoire répond cependant une installation qui, là encore, fait contrepoint. Une installation qui répond à la naturalisation de l'histoire par l'historisation de la nature. Il s'agit du monument Les Rails de Quintero, Trillos de Quintero, érigé en 2007 près du portail de fer, justement, qui ressemble à première vue à un cube de cuivre qui s'enfonce dans la terre, peut-être qui remonte à la manière d'un fossile naufragé qui remonte à la surface de la mer. Et ce cube abrite une salle qui expose des rails, à la manière d'un musée d'histoire naturelle qui exposerait des ossements. Et de fait, des os, il y en a. Parallèlement aux rails sont exhibés, reconstitués, vous les voyez en bas à droite. Vous voyez le rail au centre et autour des colonnes vertébrales d'êtres humains reconstitués. Ce sont les os, plus ou moins endommagés, des victimes de la dictature, précipitées dans la mer depuis un hélicoptère, attachées à un rail pour qu'elles ne puissent jamais remonter. L'ensemble de Villa Grimaldi, là je passe très vite puisque je n'ai pas eu le temps vraiment de montrer en détail, mais l'ensemble de la Villa Grimaldi fait aussi remonter entre 1997, date de l'ouverture du site au public, et aujourd'hui, les éléments les plus inquiétants du régime militaire, qui contrastent avec la transfiguration florale, rédemptrice, de la violence par des éléments naturels avec lesquels le site avait commencé. Autrement dit, alors que dans un premier temps, Villa Grimaldi semblait transformer l'histoire en nature et le trauma en jardin, dernièrement, il semble qu'elle transforme la nature elle-même en histoire, la nature étant témoin des horreurs commises par les êtres humains. Alors, cette manière de travailler les spectres du passé entre la nature et l'histoire, faisant répondre à la recherche de l'origine de notre monde historique
à la recherche de l'origine de notre monde naturel, c'est ce qui est le propre de Patricio Guzman, dont j'aimerais maintenant parler brièvement, avant de clore avec un dernier site de mémoire, Londres 38. Londres 38. Car Guzman a mis en avant, à rebours en quelque sorte de la scotomisation propre au musée de la mémoire et de l'élaboration express propre à la Villa Grimaldi, Guzman a mis en avant un parallélisme entre nature et histoire qui déborde l'exercice contrôlé de la mémoire, qui fait transpirer le trauma jusqu'à l'histoire naturelle, qui fait se rencontrer l'histoire de la nature, celle des fossiles et des ossements qui craquent, c'est-à-dire des spectres qui nous hantent, et l'histoire de la culture, celle des musées transparents et des jardins silencieux. Et Guzman est en effet l'auteur d'une trilogie de la mémoire qui met en relation, un peu comme un philosophe matérialiste de l'Antiquité, les éléments naturels, l'air, l'eau, la terre, avec le traumatisme de l'histoire chilienne. Dans Nostalgie de la lumière, son premier film, il met en parallèle dans le désert d'Atacama les astronomes qui, profitant d'un air sec qui permet de voir loin dans les étoiles, se questionnent sur l'origine de l'univers, et les femmes, mères et filles des victimes de la dictature, qui au même endroit grattent le sable dans l'espoir d'y trouver les ossements de leurs parents disparus sans sépulture, travaillant l'énigme de leur filiation, de leur humanité et de leur histoire. Le régime de Pinochet y avait en effet abandonné les cadavres des opposants en espérant qu'on n'en trouverait jamais la trace. Un parallèle entre la terre et l'air, entre Homo sapiens et les étoiles, entre les forces historiques et les forces cosmiques. Dans Le Bouton de nacre, c'est d'un parallèle entre la mer et l'homme qu'il s'agit, et c'est ce film qui dialogue avec le monument Trillos de Quintero. Guzman prend à témoin la mer des disparus qui gisent en son fond. Il prend la mer à témoin du premier esclave qui a franchi l'Atlantique, avec son bouton de nacre, je renvoie au film. Il prend à témoin les peuples de la mer décimés par les conquistadores, dont on va voir la langue dans un bref extrait qui est une bande-annonce. Et il prend à témoin la mer des naufragés de la dictature que l'on fait remonter à la surface. Parfois avec un bouton qui, accroché au rail, prouve bien qu'il y a eu un être humain qu'on a fait disparaître ici. Je vais montrer un extrait de ce film, et après je montrerai un trailer du dernier film, La Cordillère des Songes. J'espère que ça vient pour vous. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares. Gabriela, quiero que me digas, en Cahuéscar, playa, Hola, agua, chola, tormenta. cagarox, malte. Esa parte de la historia asociada al agua, al hielo, a los volcanes, también asociada a la muerte, la matanza, el abuso, el genocidio. La brutal con el Chile. J'ai l'impression que le film a coupé un peu en cours de route. Je vais continuer. Je pense que vous avez saisi un peu l'esprit. Vous allez avoir un autre extrait maintenant. Et extrait du troisième film qui montre un troisième parallèle entre la montagne, c'est-à-dire la pierre, et l'homme. Et dans le moment le plus fort du troisième film qui clôt cette trilogie de la mémoire, La Cordillère des Songes, Guzman se questionne sur la relation de l'homme avec la montagne. Je vais laisser l'extrait.
están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos. Alors, au contraire du musée de la mémoire, Guzman prend la cordillère non pas à témoin de la pérennité tranquille de l'âme chilienne, mais au contraire du traumatisme collectif. Il remarque notamment, vous l'avez vu, les pavés de la ville faits avec la pierre de la montagne. Et certains de ces pavés portent gravés des noms de disparus, espèce de témoins fossiles dans un milieu urbain. Souffrance de l'histoire naturelle au milieu de l'histoire culturelle, traces des fantômes sur les pavés que l'on foule. Et au passage, je fais une observation qui vaut comme une question. Est-ce que les spectres font partie de l'histoire culturelle ou de l'histoire naturelle? Bon, mais je continue. Ce que étrangement Guzman ne dit pas dans ce film, c'est que cette inscription des noms des victimes sur les pavés a été faite dans la continuité du site de mémoire, troisième site qu'on va voir maintenant, dénommé Londres 38, Espacio de Memorias, Londres 38, espace de mémoire, ex-lieu, comme Villa Grimaldi, de détention, de torture et de disparition des opposants au régime militaire. Et à l'inverse de Villa Grimaldi, ce site n'a pas fait l'objet d'une resémantisation, mais il restait tel quel, en l'état. Les rénovations, on a fait des rénovations à minima, juste pour assurer la sécurité des visiteurs. Et cet aspect délabré donne paradoxalement un air de présent, au contraire du musée de la mémoire ou de Villa Grimaldi. Voir l'immeuble en ruine rend palpable les violences d'un État terroriste, comme s'il était encore agissant. Et de fait, les questions inscrites sur les murs, intervention minimale, pointent les continuités de la barbarie au présent, sans tenter de fermer la parenthèse ou de tourner la page, mais pour interpeller le visiteur avec des questions comme « Como se llena este vacío tan lleno de recuerdos encerrados ?» Comment remplir ce vide si rempli de souvenirs clos? Bon, clos traduisant ici passé, mais aussi enfermé, refoulé de l'espace public. Ou encore, autre question que vous voyez sur une autre image, ce qui s'est passé, non, je vais le lire en espagnol, lo que sucedió en esta casa sucedió fuera de ella. El terrorismo de Estado operó sobre el conjunto del país. Ce qui s'est passé dans cette maison s'est aussi passé en dehors d'elle. Le terrorisme d'État s'est exercé sur l'ensemble du pays. En même temps que le traumatisme déborde en dehors de la maison, sur l'ensemble du territoire, la mémoire déborde au dehors du passé, jusqu'au présent. Ces petites pierres de montagne devenues pavés de ville, et sur lesquelles on a gravé le nom des victimes rue de Londres, obligent le passant à se baisser pour déchiffrer ce qui est écrit, entravant le trafic économique et touristique du centre de la capitale. Donc vous voyez sur l'image les pavés qui apparaissent comme blancs sur l'image, c'est là qu'on a inscrit le nom des victimes de la dictature, ce qui est assez étrange puisque c'est un quartier très touristique et très bancaire, puisqu'il y a beaucoup de banques, donc extrême circulation du capital et du tourisme, avec cette entrée d'une rue piétonne qui oblige le passant à s'arrêter, à se baisser dans un geste humble pour déchiffrer ce qui s'est passé ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté du nom, du disparu, on trouve l'appartenance partidaire. Donc Parti socialiste, Parti communiste, MIR, signe qu'un projet politique était en cours et a été perdu
signe d'une vitalité démocratique étouffée dans le silence du flux du capital, adoubé par un État autoritaire. Là, je renvoie au livre que peut-être vous connaissez de Grégoire Chamaillou qui s'appelle « Une société ingouvernable sur le libéralisme autoritaire », où il y a un passage sur le Chili qui montre que le capitalisme peut plus facilement s'accommoder d'un État autoritaire en Amérique latine que d'un État démocratique. Et bon, ce n'est pas par hasard si... peut-être que je vais conclure avec ça, hein, ce n'est pas par hasard si ce site de mémoire n'a pas voulu s'appeler lieu de mémoire, mais espace de mémoire, espacio de memorias, c'est-à-dire espace, non pas lieu, de mémoire au pluriel, non pas au singulier. Parce que, de fait, il ne s'agit pas ici d'un lieu homogène, représentatif de l'identité d'un peuple ou de l'âme d'un peuple, par le moyen du souvenir ou de la commémoration des ancêtres, mais d'un espace dynamique, potentiellement conflictuel, représentatif de projets de sociétés différents. Il ne s'agit pas seulement d'une mémoire, celle du traumatisme collectif et d'une société civile fragmentée, mais de diverses mémoires, espérances et trajectoires interrompues, tant individuelles et collectives. Donc, je vais conclure brièvement en installant cette tension de manière peut-être plus philosophique, non pas entre lieu de mémoire et espace de mémoire, ou espacio de memorias, mais en faisant un pas de plus entre lieu de mémoire et espace de réminiscence. Le lieu de mémoire étant un lieu de conjuration de la hantise, conjuration au sens d'expulsion, de forclusion, l'espace de réminiscence étant un espacement propice à laisser parler les fantômes, à laisser venir les spectres nous interpeller. Le concept de lieu de mémoire recèle en effet, comme je l'ai dit en introduction, une certaine nostalgie, qu'on pourrait dire une nostalgie de la confiance dans le progrès. Une tentative plus ou moins désespérée, plus ou moins nostalgique, une tentative de retenir quelque chose de l'histoire nationale à l'époque de l'accélération technique et de l'oubli toujours plus rapide provoqué par les médias. Par le concept opposé d'espace de réminiscence, j'essaye de reprendre quelque chose du concept de Angedenken forgé par Walter Benjamin. Un concept habituellement traduit par remémoration, mais qui pourrait être traduit par immémoration, s'apparentant plutôt à une immersion involontaire de la mémoire qu'à un plongeon volontaire dans le passé. Avec le Angedenken de Walter Benjamin, il s'agit moins en effet d'un effort volontaire fait par un sujet de se souvenir du passé, de se le remémorer, que d'une saisie involontaire, d'un surgissement d'un passé oublié dans le sujet est transformé alors en objet, et où c'est le passé lui-même qui est le sujet. Angedenken signifie non pas seulement une mémoire collective, similaire à une commémoration, une mémoire de ce qui a eu lieu, justement, mais aussi une mémoire de ce qui n'a pas eu lieu, une mémoire des futurs perdus. Et c'est dans le même sens que je propose, que j'essaie de travailler en ce moment avec cette notion, peut-être plus intuitive et plus commode que le concept quasiment intraduisible de Angedenken, avec ce concept tout aussi proche, puisqu'il vient de Proust et que Benjamin s'inspirait de Proust, de réminiscence. Puisque ce qui arrive lors de la réminiscence, c'est la présence soudaine d'un passé oublié, c'est-à-dire le trauma, mais aussi, et peut-être surtout, de toutes les possibilités que ce passé emmenait avec lui et qui ont été interrompues. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, et je conclurai là-dessus, le bonheur revendiqué, la justice revendiquée par des myriades de fantômes silencieux. Et je pourrais peut-être conclure avec une phrase peu connue de Walter Benjamin, qui a été consignée dans ses brouillons préparatoires à ses thèses sur le concept d'histoire, qui témoigne de sa proximité avec le spectre de Marx, de Derrida. C'est la suivante: le matérialiste historique qui s'intéresse à la structure de l'histoire fait, à sa manière, une sorte d'analyse spectrale. Et je finirai
avec ça, en espérant avoir réussi à honorer un petit peu ce programme exigeant énoncé par Benjamin. Merci. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup malgré les conditions techniques, etc. C'était absolument passionnant et merci pour cette sorte de tripartition entre cette scotomisation, cette élaboration et cet Angedenken ou ce lieu des réminiscences. Je trouve ça absolument fascinant. Alors, pour ceux, puisque normalement je suis censé vous faire signer des machins, etc., pour ceux qui ne voudraient pas apparaître dans le streaming, vous êtes censés ou vous cacher ou disparaître, mais je vais tourner le bazar pour que Marc puisse vous voir. On va pas voir grand-chose. Hein. Non, mais voilà. Hein. Vous êtes déjà caché. Mais là, vous voyez, Marc. Oui, je vois. Voilà, donc si jamais dans ce public, il y a des gens qui meurent d'envie de... Je crois que Mauro, j'ai une question. Oui, Marc, merci beaucoup pour cette réflexion. Marc, pardon, vous entendez quand Mauro parlait? C'est un peu bouché, c'est un peu lointain. Ouais, mais je sais pas trop comment faire sinon. Mais sinon, j'arrive à reconstituer. Bon, c'est bien. D'accord. Il faut juste bien articuler, je pense. Il ne faut pas parler trop vite. Oui, je vous remercie et je partage votre caractérisation des 3 lieux que vous avez montrés. Et je voulais vous demander si vous avez des témoignages ou des infos concernant l'effet de ces 3 lieux sur les Chiliens. Je vous demande ça parce que j'ai visité ces 3 lieux en 2017 et j'ai eu l'impression que le peuple chilien, ou en tout cas les habitants de Santiago, étaient vraiment au centre d'un refoulement énorme de leur passé. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec un doctorant et sa professeure de l'université de Los Andes, et le doctorant m'a demandé si je savais qu'il y avait un mémorial et muséum du 11 septembre 2001 qu'il avait visité. Mais quand je lui demandais s'il avait visité le Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, il m'a dit qu'il n'avait pas visité et sa professeure m'a dit pas encore. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une mémoire volontariste qui est à l'œuvre là-bas, dans ce musée. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'impression qu'à Londres 38, les choses étaient tellement différentes du point de vue de la réaction. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait de lieux qui étaient visités surtout par des étrangers plutôt que par les Chiliens. Voilà. Merci. Très bonne question. Je n'ai pas fait d'études statistiques sur le public, mais mon impression est un peu la même. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que le musée de la mémoire fait l'objet, basiquement, je l'ai visité quand même un assez grand nombre de fois, et ce que j'ai vu effectivement, c'était des étrangers et des adolescents venus en groupe dans la salle de classe. Donc le musée de la mémoire et des droits humains, ça fait l'objet d'un grand programme d'éducation civique et politique par les différents gouvernements sociodémocrates qui se sont succédés et qui ont été à l'initiative de ce musée, avec aussi ses limites. Par exemple, si on demande à un guide si on pose des questions sur les violations des droits de l'homme avant le 11 septembre 73, ou qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, avant le 11 septembre 73, il n'en parle pas. C'est pas permis. Ça fait partie du projet pédagogique de ne pas remuer le passé, de ne pas revenir au précédent et de seulement se concentrer sur le moment traumatique.
Et si on parle sur après, par exemple, le jour de l'inauguration du musée en 2010, il y a un Mapuche, une femme Mapuche qui est montée en haut d'un mât pour interpeller Michelle Bachelet sur l'assassinat de son mari par des défenseurs des terres agricoles, enfin des grands industriels des terres agricoles. Ça ne me vient pas le terme en français. En portugais, c'est latifundiarius. Mais ça ne fait pas partie du récit officiel du musée. Donc il y a une volonté d'édifier, effectivement. Il y a un programme scolaire, mais le public est celui-là. C'est peut-être bien pour les nouvelles générations et peut-être que ça va avoir un effet, ça commence à avoir un effet sur la défense d'une nouvelle constitution, qui soit pas pinochetiste, comme ça a été le cas récemment. Peut-être que ça va commencer à avoir des effets. En ce qui s'agit des autres lieux, Londres 38 et Villa Grimald, je suis complètement d'accord avec vous, on y voit seulement des étrangers, et encore très peu, c'est vraiment des étrangers cultivés qui s'intéressent à ce problème de la mémoire, et basiquement des familles de victimes. Maintenant, avec des projets pédagogiques qui sont intéressants, puisque Londres 38 propose des ateliers le week-end, qui sont aussi destinés à des enfants, qui sont des ateliers de mémoire, et qui leur fait construire des flèches du temps où ils inscrivent leur propre biographie pour réfléchir à comment on construit un peu le travail de la mémoire et du temps, et à réfléchir à partir du lieu où ils sont. Donc c'est quelque chose qui déborde beaucoup plus que le musée de la mémoire et des droits de l'homme. Marc, j'en profite pour vous poser une micro-question. C'est qui l'architecte du musée de la mémoire? Ce sont 3 architectes brésiliens, Figueiredo, et c'est un groupe qui s'appelle Figueiredo. Ok. Ils sont pas très connus. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'un jour j'aille les interviewer parce qu'ils sont à São Paulo. Ouais. Ça fait longtemps que ça me démange. Y a-t-il d'autres questions pour Marc? Ah. Tu parles fort, Caroline. Hein, pour que Marc puisse... Enfin, ouais. Est-ce que... Oui, bah, j'essaye de parler fort, sinon je me rapprocherai de l'ordi. Non, c'est par rapport justement à votre lecture de l'espace symbolique, en fait, l'architecture comme geste symbolique, en fait, parce que finalement, vous avez pris du temps pour expliquer à quoi ressemblait le bâtiment, le cube, etc. Mais finalement, on entretient un rapport de mémoire aux gestes symboliques, la ligne qui se brise, la perspective qui se déforme, voilà. C'est un peu ça qui me venait. L'image qu'on veut en faire architecturellement, c'est quelque chose qui est un lien symbolique à la rupture qui s'est organisée par ailleurs. Vous avez entendu Marc ou pas? J'ai entendu. Je ne suis pas sûr d'avoir bien si c'était une question ou c'était une intervention. Non, une question générale sur l'architecture comme geste symbolique, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Oui. Ben, je pense que c'est ça, oui. Bon, moi, j'avais travaillé un peu sur ça dans Fantasmagorie du Capital. Disons qu'on pourrait inscrire ce musée dans une série de 3 séquences. Il y a une séquence qui est celle du modernisme, qui a détruit tout type d'ornement et de symbolisme d'architecture dans les années 30, 40, 50, qui ensuite a été décriée, parce que quand c'est devenu une architecture populaire, ça fait des bâtiments monstrueux, les grands ensembles, enfin monstrueux d'inhumanité, qui ont été critiqués ensuite par l'architecture dite postmoderne, avec Venturi et Scott Brown, notamment leur manifeste Learning from Las Vegas, apprendre de Las Vegas, qui a remis en valeur toute l'iconologie, qui a voulu rendre une architecture chargée de sens, mais c'est une architecture chargée de sens à un niveau plus ironique, plus de citations. C'est peut-être quelque chose que ne voit pas Marc Auger quand il dit qu'il y a les lieux et les non-lieux. Donc il y avait les lieux chargés de tradition, maintenant il y a les non-lieux qui sont modernistes et dépourvus de sens, sauf que maintenant on pourrait dire qu'il y a les hyper-lieux, ou les lieux synthétiques, c'est-à-dire des lieux qui sont a priori dénués de sens, comme un supermarché, mais qui sont chargés d'une certaine magie, d'une certaine poésie, qui est seulement au service du capital. Et ça, c'est l'architecture que je dirais fantasmagorique, postmoderne. Et l'architecture du trauma est un peu un autre type de réponse au modernisme en architecture, qui ne fait pas revenir le symbole comme dans l'euphorie de la citation et de l'ironie,
mais qui fait revenir le symbole de manière plus allégorique, je dirais, de manière plus diffractée, plus fragmentée, qui fait sentir le trauma et qui casse un peu la logique fantasmatique, fantasmagorique, pour essayer d'élaborer une nouvelle syntaxe face aux événements historiques. Donc je pense qu'il y a ça justement dans le bâtiment du musée de la mémoire, sauf que le musée a intégré un certain aspect inquiétant de cette architecture traumatique, disons postmoderne traumatique à la manière de Libeskind, mais en même temps a voulu quand même la contenir et tenir à distance ce trauma pour essayer de promettre un avenir à cette âme chilienne éternelle disposée entre la cordillère et la mer. Donc je vois bien l'intention, mais c'est moins radical évidemment que l'architecture de Libeskind. En même temps, est-ce qu'il fallait répéter telle quelle l'architecture de Libeskind? Probablement non, mais je ne pense pas qu'une solution ait été trouvée qui correspondait à la situation chilienne. Maintenant, il y a une chose que j'ai pas traitée, c'est que en fait l'aspect qui a été refoulé, c'est-à-dire la volonté par Salvador Allende et l'Union populaire de socialiser les ressources énergétiques chiliennes, réapparaît un peu comme un retour du refoulé à la surface du musée, que vous voyez qui était un peu teinté de cuivre, un peu bleuté. Et le cuivre, c'est justement ce qui avait été nationalisé par Salvador Allende quasiment à la veille du coup d'État, qui a été ce que les élites économiques et politiques chiliennes et internationales n'ont pas supporté. Donc quelque part, le refoulé est réapparu vraiment à la surface. Merci infiniment, Marc. Merci beaucoup à vous. Je continue à suivre le colloque.